voilà, il y a ces visites en tout cas qui sont d'un horaire incompressible pour pouvoir poursuivre avec le cocktail. Donc en tout cas, cet après-midi, on va débuter par la mise en scène numérique du patrimoine. On sait à quel point le numérique a un impact aujourd'hui sur cette valorisation. Et donc on a invité voilà, 4 experts et en tout cas qui travaillent très fortement avec le numérique de différentes manières. Donc c'est ce qui était intéressant aussi dans cette table ronde. Et puis pour gagner un peu de temps, on va commencer tout de suite du coup avec Baptiste Etienne, voilà, qui a pris place, qui est responsable de la bibliothèque patrimoniale d'Avranches. Donc là aussi, petite et moyenne ville. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi de voir que comme Colmar, des villes petites et moyennes aussi investissent sur le patrimoine, certainement pas assez de ce qu'on a, voilà, mais en tout cas elles investissent et elles font des beaux projets. Donc on te laisse la parole, Baptiste. Alors, déjà je tiens à m'excuser, je pense que même avec la meilleure volonté du monde, je ne vais pas arriver à faire en dessous de 17 minutes 33, mais bon. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie vraiment pour l'invitation à m'exprimer sur le sujet. Il me revient la lourde tâche d'animer la période de digestion. Je vais donc tâcher de faire de mon mieux au nom de la ville d'Avranches. Il me semble essentiel de commencer par poser le décor de mon intervention. Je pourrais y revenir dans le détail si vous en ressentez le besoin. À Avranches, depuis la Révolution française, les 200 manuscrits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sont conservés à la bibliothèque patrimoniale d'Avranches, dont je vous ai mis une photo. Et ils le sont dans un coffre et je vous ai mis 2 photos. C'est avant tout évidemment un lieu de conservation, c'est un lieu d'accueil pour les chercheurs qui viennent consulter un certain nombre d'ouvrages. Par ailleurs, tous les manuscrits depuis l'ouverture du scriptorial ont été numérisés, sont entièrement disponibles avec une qualité qui est franchement assez incroyable sur un site géré par l'Université de Caen et qui s'appelle la Bibliothèque virtuelle des manuscrits du Mont. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un traitement intellectuel et scientifique relativement poussé et accessible au public par ailleurs. Donc, ça nous décharge de ce poids-là, entre guillemets, en termes de médiation. En matière de présentation au public, le lieu dédié, c'est vraiment le scriptorial d'Avranches, le musée des manuscrits. C'est un lieu qui a ouvert en 2006 et dont le multimédia en place commençait à dater ces dernières années. Pour tout vous dire, les bornes, je les ai assez peu connues, hein, mais on était quand même un peu plus proche du Hadibou de mon enfance que d'une muséographie actuelle. Les anciennes bornes, je vous ai mis quelques visuels pour que vous puissiez à peu près visualiser. Je les ai peu connues, mais ce qui ressort du peu que j'ai pu voir, c'était qu'il y avait beaucoup trop de textes. Il y avait d'ailleurs beaucoup trop de textes également, même pour les jeux. C'est-à-dire que rien que le temps d'intégrer les consignes, moi, ça me lassait déjà. Donc, c'était un problème. Je ne sais pas si on l'a tout à fait résolu, mais en tout cas, on a essayé. Toujours est-il qu'il devenait vraiment urgent de procéder à des changements parce que, en fait, les bornes en place fonctionnaient plus très bien. Je crois que c'est un cas qui a déjà été rencontré tout à l'heure. Mais on avait d'autres problèmes, hein, c'est-à-dire que vraiment, toute la flotte d'audio-guides était hors d'usage, ce qui était un souci. On avait, pour finir de planter le décor, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis arrivé en poste, donc il y a 3 ans, une grande part de l'équipe a été renouvelée, c'est-à-dire ma directrice a été renouvelée, la chargée des publics a été renouvelée, et moi-même, en tant que responsable de la bibliothèque, j'ai été renouvelé. Or, il y avait un financement qui était bouclé, avec un financement FEDER, donc Fonds européen de développement régional, tout était en place, et on a dû récupérer le projet en cours de route, essayer de se l'approprier et d'apporter des modifications pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on a travaillé dans l'urgence, mais enfin, c'était quand même pas loin. Pour préciser un peu au niveau chronologique, le comité de pilotage a été relativement vite réuni. Il était composé naturellement de la DRAC, de Normandie Livre et Lecture, de la région et du département. Il faut bien comprendre qu'en fait, on lance les consultations de maîtrise d'œuvre à l'automne. Je sais pas si vous voyez le... Non, vous voyez peut-être pas. Là, on doit avoir le pointeur laser. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Oui, bon. Donc, on lance à l'automne 2021. L'équipe de muséographes-scénographes est retenue au moment du mois de décembre.
Et à partir de là, il faut que l'ensemble des travaux envisagés soient réalisés en 1 année. Donc c'est assez court, et ce qui nous permettait de bénéficier des financements, sans quoi rien n'était possible. Donc, je ne le précise pas, mais nous avons légèrement travaillé sous pression. Si mon discours porte aujourd'hui principalement sur les multimédias, il faut bien comprendre que dans le même temps, il y avait quelques modifications à la marge qui étaient prévues dans le parcours permanent. Par exemple, dans la salle du trésor, on a changé toutes les vitrines qui, à l'origine, étaient sur les bords de la salle, qui est une salle ronde. Et il y a un écran qui a été ajouté. Vous voyez, oui, c'est bon. Il y a un écran qui a été ajouté. On a fait quelques petites modifications dans le reste du parcours. Mais en vrai, voilà, pas beaucoup de modifications au final. L'écran qu'on a mis nous permet de diffuser une vidéo qui présente, à l'heure actuelle, les manuscrits qui sont, qu'on peut voir, que le public peut voir. On présente le thème de la rotation et ça nous permet d'apporter un certain nombre d'éléments pédagogiques qu'on aimerait que les gens intègrent, comme par exemple le fait de ne pas porter de gants quand on consulte des manuscrits. Enfin voilà, c'est ce genre de petites choses. On en profite, on a un écran qui cause tout le temps, ça évite de nous répéter toujours la même chose. J'en reviens à nos moutons, les multimédias. Je voudrais commencer par un multimédia qui a été assez peu abordé finalement aujourd'hui, c'est les audioguides, parce que je vais passer rapidement, mais c'est un point qui est intéressant parce que ça a fait l'objet de beaucoup de débats en interne, pour la simple et bonne raison qu'une partie de l'équipe de médiation, dont moi, je l'avoue, avait tendance à considérer que c'est un outil d'un autre temps, que ça n'avait pas forcément son utilité ou qu'il fallait peut-être revoir les choses. Et en fait, on a étudié toutes les possibilités qui étaient proposées en fait, techniquement, et on en est revenu exactement au même modèle que ce qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire un audioguide où on met des chiffres en fonction de spots dans le parcours, et en fait, on en est très content. Donc voilà, des fois, c'est pas seulement avoir des audioguides qui marchent, c'est déjà un bon plan. L'innovation pour nous, du point de vue des audioguides, elle repose en fait plutôt sur le choix de l'entreprise dédiée à la réalisation des audioguides, puisque c'est un acteur local qui s'appelle Talaria, qui avait déjà proposé des contenus sur le Mont-Saint-Michel. Et en fait, on avait été séduits par l'offre qu'ils avaient pu proposer, donc c'était logique pour nous de les choisir également pour nos audioguides. Évidemment, la problématique centrale, c'était de trouver un juste milieu entre une licence narrative qu'on peut se permettre dans un audioguide et le respect d'une qualité scientifique attendue dans un musée. Voilà, évidemment. Et par ailleurs, il y avait un certain nombre de respects d'exigences d'accessibilité, comme le fait de ne pas superposer les enregistrements sonores, le son, la musique, sur la parole, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes à certains publics, mais ce qui, en termes de narration, rend la chose un peu moins chouette, mais bon, voilà. J'en viens aux bornes. Mais, pour vous expliquer les bornes, je vous ai mis un plan. Je vous explique. Le but, c'était d'apporter en fait du manuscrit tout au long du parcours. Et c'est pas pour rien, parce que quand vous arrivez au scriptorial, vous rentrez par là. Vous arrivez dans une première salle avec la borne d'accueil qui est ici. Déjà, ici, vous avez du texte qui présente l'abbé du Mont-Saint-Michel et compagnie. Première salle, ici, sur la Révélatio, c'est-à-dire le texte fondateur du Mont-Saint-Michel. Donc là, on a tout un speech voilà, avec des jolies statues. Puis, deuxième salle sur la vie monastique, puis une salle sur Avranches au Moyen-Âge, une salle de projection où les films durent affreusement longtemps, puis vous avez une partie avec un cellier qui a été découvert au moment de l'aménagement du scriptorial et qui a été laissé dans un cellier ancien, médiéval, qui a été laissé dans le parcours. Puis, on arrive ici, j'ai oublié de préciser, c'est en pente douce, comme 3 tout à l'heure. C'est une idée absolument hérétique, il ne faut plus faire ça. Une salle sur la fabrication des manuscrits, donc ce qui rejoint un peu la problématique de Troyes, on est très proche. Les thèmes abordés dans les manuscrits, et quand vous en êtes au bout de cette ascension, que vous avez passé un temps infini et que vous en avez plein les pattes, vous arrivez enfin dans la salle dédiée aux manuscrits, qui n'est pas très grande, mais du coup vous êtes déjà épuisé.
Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, puisque en ressortant, vous avez une salle dédiée aux imprimés et une salle d'exposition temporaire, quand l'exposition temporaire ne mord pas sur la salle des imprimés, ce qui arrive. Bon, autant dire que l'objectif d'apporter du manuscrit tout du long répond à un besoin pour nous. C'était vraiment au cœur du projet, et ce qui fait qu'on a aménagé les bornes suivant la répartition que j'ai fait ressortir ici. J'en étais où? Oui, donc ça c'est fait. Je pense que vous comprenez un peu la nécessité de parler de manuscrits, de montrer des manuscrits tout du long. Et je reviens là-dessus, mais notre difficulté principale, c'est qu'on modifiait très peu le parcours. Donc ça voulait dire qu'on faisait des modifications qui devaient s'intégrer dans l'existant. Ce qui, en termes d'imagination, réduit un petit peu les champs du possible. Il y avait une volonté également recherchée dès le début d'améliorer la forme, de partir vers quelque chose de plus sobre, avec l'espoir vain de ma collègue chargée des publics que cela vieillisse moins mal. Voilà. Je passe aux bornes. On avait plusieurs types d'activités qui nous étaient proposées. On a un peu bataillé pour adapter à notre sauce. L'idée, c'était de jongler entre les différentes activités proposées que je vais vous présenter et le discours qu'on voulait porter, et donc de bien choisir les activités en fonction de ce qu'on voulait apporter comme élément. On avait, là c'est ce que je vous ai mis à l'écran, les éléments vraiment de présentation, vraiment typiquement descriptifs. Là par exemple, je vous ai mis à l'écran le cours de paléographie. Donc, voilà. L'objet, c'est pas forcément de mettre énormément de texte, c'est d'expliquer les éléments caractéristiques de chaque écriture, l'onciale, la caroline, l'écriture gothique, gothique cursive, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on parle du manuscrit qu'on montre à l'image. Et comme vous voyez, on fait la part belle au manuscrit. On l'a également utilisé pour expliquer les marginalia dans le cartulaire d'Avranches. Donc c'est un cartulaire où il y a plein de petits dessins avec des jeux. Non, il y a vraiment des trucs très chouettes. Il y a un bonhomme qui monte un cheval. C'est très marrant. Enfin, et voilà, donc ça nous permet d'utiliser le manuscrit pour parler d'un thème autour des manuscrits. On a également l'activité puzzle, qu'on n'a pas trop mobilisé. En fait, on l'a juste utilisé dans la partie révélatio, c'est-à-dire la première salle, en gros, que je vous ai présentée tout à l'heure, autour du texte fondateur, parce que ce texte, il a été copié plusieurs fois au cours du temps, et pas à chaque fois, mais régulièrement, il y a des petites modifications qui sont introduites. Et ces petites modifications ont une légère tendance à changer le sens. Et donc, à chaque fois que les gens résolvent un des puzzles, ils ont l'explication sur en quoi le manuscrit qu'ils ont réussi à recomposer apporte quelque chose du point de vue du texte de la révélation. Les glissés-déposés, c'est en fait c'est du puzzle customisé. Normalement, on n'avait pas le droit de le faire, mais on leur a dit, mais en fait, c'est pareil quand vous faites un puzzle ou un glissé-déposé. Et du coup, on a réussi à en mobiliser, là, pour le coup, beaucoup plus. On l'a utilisé, par exemple, pour l'atelier du copiste, où les gens doivent glisser sur le pupitre un certain nombre d'éléments, la plume, le calame, évidemment, le couteau, et la règle décimètre, par exemple, et là, ça crée une erreur. On l'a utilisé également pour montrer la différence entre les étapes de fabrication d'un livre imprimé et d'un manuscrit. Et là, on l'a utilisé pour cette partie-là sur les liants et les différents pigments qui sont utilisés dans les manuscrits du Mont, puisque ça fait écho à des recherches qui ont été menées par le Centre de recherche en conservation, avec des prélèvements réalisés sur les manuscrits directement, qui nous permettent d'être sûrs à chaque fois des pigments dont on est en train de parler, et d'une partie de la composition. Et donc ça nous a permis d'évoquer en fait les dernières recherches scientifiques sur le sujet. Ça nous a permis d'évoquer le lapis lazuli qui vient d'Afghanistan dans notre cas. Enfin voilà, un certain nombre de choses vraiment d'actualité en termes de recherche. On avait également la possibilité d'utiliser des quiz. On l'a utilisé à deux endroits. Le premier, c'était plutôt un quiz sur les idées reçues sur le Moyen-Âge. Typiquement, les chevaliers mouraient tous au combat, la place des femmes est à la cuisine, enfin ce genre de choses. Et on l'a utilisé au Moyen-Âge, naturellement. On l'a utilisé pour une autre borne autour des thèmes, les éléments un peu incongrus qu'on peut trouver dans les manuscrits du Mont Saint-Michel.
Et par exemple, bah là, je vous pose la question, quel sujet inattendu figure bien dans un manuscrit du Mont-Saint-Michel? On va faire un vote à main levée, vous êtes assez nombreux. Une recette de crème épilatoire, une astuce pour déboucher la truffe des chiens ou la culture de pommes de terre. Vous êtes prêts à lever la main, c'est bon? Ok. La culture de pommes de terre, on a qui? Ah, on en a un, culture de pommes de terre. Très bien, il faut aller contre le vent. Une astuce pour déboucher la truffe des chiens. Ah, il y a un peu plus de monde là, ça me plaît bien. Ok. Et la recette de crème épilatoire? Ah, il y a bataille. Ok, il y a bataille. Alors, la culture de pommes de terre, ça marche pas. Hein, ok, ça, tout le monde est ok. Une astuce pour déboucher la truffe des chiens, en vrai, ça aurait pu, mais non, c'est pas de bol. Je l'ai trouvé dans un autre manuscrit du XVIIe siècle et qui n'est pas à Avranches. Bon, voilà. Et la recette de crème épilatoire, effectivement, c'est dans le manuscrit 235, un manuscrit de sciences, où dedans, on a plein de choses, des exercices de géométrie appliquée, de l'astrolabe, la mesure... oui, par exemple, ils apprennent à mesurer la profondeur de la mer, mais sans fil. Donc, c'est du Bluetooth déjà. Enfin, voilà. Et dedans, en plus, il y a la crème épilatoire. Donc, voilà, ils s'intéressaient à tout un tas de sujets. On s'est un petit peu battu, je me dépêche, pour obtenir également des vidéos. Je parle en même temps. Les vidéos, c'était pas du tout prévu. Ils n'avaient pas anticipé le truc, mais nous, ça nous a semblé excessivement intéressant. On l'a utilisé pour une première borne autour de la liturgie des heures, donc ça nous a permis aussi de montrer les livres d'heures qu'on peut avoir dans les collections d'Avranches, mais qui ne sont pas des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Et en plus, l'avantage des livres d'heures, pour ceux qui connaissent, c'est beau, c'est clinquant, il y a de l'or, c'est cool. Et en plus, ça nous a permis de mettre en avant une deuxième vidéo autour des étapes de fabrication d'une enluminure, et là vous allez pouvoir le voir. L'entreprise Glitch qui a travaillé sur les bornes a vraiment produit quelque chose d'assez chouette sur cette vidéo. C'est-à-dire vraiment ça décompose du dessin en expliquant les entrelacs et en passant par, vous voyez là c'est une décomposition rapide et après ils vont bien recomposer au fur et à mesure par l'or, puis les grands aplats de couleurs, puis les aplats de couleurs un peu plus secondaires. On peut voir il y a un bleu un peu gris. Il y a un petit peu de blanc pour rajouter un peu de contraste. Donc voilà, c'est vraiment un travail chouette, vous entendez pas bien, mais en plus, il y a une musique dessus, on va en reparler. Hop, je passe, désolé. Évidemment, pour chacune des bornes, vous avez des écrans d'accueil avec un écran de veille. Là, je ne l'ai pas mis, mais il bouge un peu, donc c'est assez chouette visuellement. Et après, il y a le choix des activités. Là, je vous ai mis la première borne. Mais, arriver à tout ça, c'était pas assez. Je ne vais jamais tenir les 17,33, je pense que je vais faire 17,35. On n'en avait pas assez avec tout ça, on avait besoin de s'en rajouter un petit peu. Et donc, on a travaillé en plus sur un projet musique qui a été mis en place avec l'IRHT, donc l'Institut de recherche et d'histoire des textes, et l'association Le Local de Xavier Terraza. Le but, c'était de relever les éléments de chant dans les manuscrits du Mont-Saint-Michel, d'identifier à quel chant on avait affaire, de les recomposer autant que possible pour en fait, les jouer dans les bornes, dans le scriptorial lui-même, et pour en fait, donner à entendre le son, la musique dans les manuscrits du Mont. Et là, par exemple, je vous mets comment dire, c'est un montage qui a été fait pour proposer une interprétation du texte de la Révélation autour du thème de l'Apocalypse, puisqu'il y a un lien entre l'Apocalypse de Jean et le texte de la Révélation. Il y a beaucoup d'emprunts dedans. Je ne sais pas si on va entendre. Oh, évidemment, on est au Mont-Saint-Michel. Hein. Donc là, c'est la lecture du texte de la Révélation. La voix absolument incroyable de Kevin derrière. Voilà. Mais c'est un des exemples. Hein. Il y a eu plein d'autres éléments utilisés et franchement avec un travail vraiment assez incroyable. Conclusion très rapide. Ma mise en page a complètement sauté, je suis désolé. Après plusieurs mois de mise en œuvre concrète, les retours d'usagers sont très peu nombreux.
À la différence peut-être des usagers initiés, donc des professionnels du domaine qui, eux, ont plutôt tendance à apprécier. Je vous ai dit, les retours sont peu nombreux, mais moi, je vois ça vraiment positivement. C'est-à-dire qu'on a bien réussi à s'intégrer dans l'existant, parce que vous pouvez être sûr que si ça jurait, on en aurait entendu parler pendant un petit moment. L'écran en salle de présentation des manuscrits en salle du Trésor rencontre son succès. On n'avait juste pas anticipé un petit point, c'est que la salle est ronde, le son réverbère dans tous les sens, et pour les gens qui sont malvoyants, ça pose des vrais problèmes. Bon, voilà. Dernier point, retour positif, il me reste assez de temps, je devrais y arriver. Au début, on s'est amusé... Non, je suis trop court? Je fais très vite. Ok. Je fais très vite. On s'est amusé en fait à suivre les visiteurs au début. Hein, comme on fait un truc, on est toujours fiers. Et je me souviens d'une personne âgée qui était avec sa petite fille en train de visiter le scriptorial, qui s'arrête sur la borne, je vous ai montré la paléographie, et la petite fille voulait voir le cours de paléographie. Donc j'entends la grand-mère dire « Non, franchement, ça a l'air un peu chiant, on peut peut-être faire l'autre, ça a l'air mieux ». La petite a insisté. Je suis resté écouter, et à la fin, là où j'étais content, c'est qu'elle a dit bah, « En fait, tu avais raison, c'était plutôt cool ». Je me dis qu'on a réussi. Merci pour votre attention. Merci, Baptiste. Non, 12 c'est bien. Non, mais merci Baptiste pour de nous avoir réveillés, fait voter. Voilà, c'était parfait. Parfaite transition aussi avec 3 et ses problèmes. Ne tombez pas. Transition avec 3 et ses problèmes de vitrine. Voilà, on voit que c'était quand même un nœud, hein, la question de la vitrine et des pentes douces. Donc ça, je découvre, hein, donc effectivement. Et transition aussi par rapport à ce public en situation de handicap, puisque justement, Sophie Armbruster va nous faire une présentation d'une rematérialisation, enfin d'une numérisation 3D. Voilà, d'un manuscrit et justement en matière d'accessibilité. On te laisse la parole. Pardon, je m'installe. Donc je vais essayer de tenir en 12 minutes. Donc je vais passer très vite sur le fait que la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal s'inscrit dans un réseau de lecture publique. Je vais également passer très vite le fait que le service patrimoine de la BMI, donc la Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, bénéficie d'une très belle visibilité grâce à une salle des boiseries. Et je voulais faire un clin d'œil à Emmanuel et la bibliothèque de Troyes, puisqu'en fait notre architecte s'est inspiré largement du projet de la bibliothèque de Troyes pour créer cette salle des boiseries, avec une perspective et une grande baie vitrée qui permet de voir à tout moment la salle des boiseries. Je vais passer très rapidement sur le fait qu'on a 50 000 documents. Parmi ces documents, je vais passer très vite sur le fait qu'on a également des fonds d'archives qui vont être valorisés dans le cadre du projet littératuresque que Ariane va nous présenter. Je vais quand même parler 2 minutes, puisqu'on est sur une table ronde sur la médiation numérique, la mise en scène numérique. Vous précisez que la BMI bénéficie de 2 bibliothèques numériques, donc l'Immédia Galerie et l'Immédia Kiosque, qui ont été donc créées par les bibliothèques de Nancy, Metz, Épinal et Thionville sous la houlette du Sillon Lorrain. Et comme on est sur une table ronde sur la médiation, la mise en scène numérique, voilà, ces 2 sites donnent une grande place à la mise en scène des collections grâce à des cartographies, des frises chronologiques, des billets de blog, des expositions. Et j'oublie quelque chose, mais ce n'est pas grave. Et je vais rentrer dans le vif du sujet après avoir planté très rapidement ce décor. Donc le projet que je vous présente, c'est un projet de numérisation et d'impression. Ah mince! Du coup, vous n'avez pas vu la belle salle des boiseries. Je ne sais pas comment faire du coup. Parce que moi, je vois bien les images. Et j'ai même perdu la souris. Ah, la voilà. Fermer toutes les fenêtres. Oui, on va fermer déjà. Ah, ça s'affiche. Ok. Donc je vous remets la salle des boiseries quand même.
Donc là, vous comprenez mieux ce que je vous expliquais très rapidement. Et c'était un petit focus sur les bibliothèques numériques l'immédiat. Donc je vous le disais, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc, qui est un projet de numérisation et d'impression 3D d'une reliure d'orfèvrerie qui est donc conservée dans les collections de la Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal. Donc c'est un projet qui s'inscrivait dans le cadre du projet culturel de notre service, qui avait deux axes principaux, à la fois une priorité qui était donnée au public empêché dans le cadre du contrat territoire lecture et une priorité qui était donnée à la lutte contre la fracture numérique et aussi la valorisation et la numérisation des collections patrimoniales dans le cadre d'un programme de bibliothèque numérique de référence. Alors, le projet que je vous présente était à l'origine véritablement tourné vers les publics empêchés et plus particulièrement vers les personnes malvoyantes qu'on avait l'habitude de recevoir, notamment dans le cadre d'un partenariat avec un ESAT. Donc, un ESAT est un établissement et un service d'aide par le travail. Et on arrivait à les capter exclusivement par le biais de diffusion de films en audiodescription, pas facile à dire. Au sein du service patrimoine, dans le cadre du projet de service, on a eu envie d'aller plus loin et notamment de leur proposer des visites des fonds patrimoniaux, donc des visites adaptées avec une approche tactile, que ce soit des livres, mais aussi du mobilier, des sculptures du mobilier. Mais quand on avait à parler de notre évangéliaire pourpre et surtout de sa reliure d'orfèvrerie, c'était extrêmement problématique et je vais vous expliquer en quoi. Je vais donc vous présenter ce document qui est classé monument historique. Alors je fais vite sur le corps d'ouvrage parce que ce n'est pas le sujet de la numérisation. Donc le corps d'ouvrage, c'est un manuscrit du IXe siècle qui porte un texte de l'Évangile selon saint Marc, qui est écrit en lettres d'or et d'argent sur un parchemin qui a été teinté à la pourpre. Au XVe siècle, à ce manuscrit du IXe siècle, on a ajouté deux enluminures réalisées par un maître messin, donc qui date du XVe siècle et qui représentent saint Marc et à droite saint Guéry. Je vous précise saint Guéry puisqu'en fait c'est le saint patron des chanoinesses d'Épinal, manuscrit à qui a appartenu les chanoinesses d'Épinal à qui appartenait ce manuscrit. Pardon. Et donc le corps d'ouvrage est recouvert par une magnifique reliure d'orfèvrerie, donc, qui est extrêmement complexe comme vous pouvez le voir, avec un cadre en métal qui est surmonté de pierres semi-précieuses, donc de l'ambre et du cristal de roche. Aux quatre coins du cadre métallique, vous avez des cavités dans lesquelles il y avait des reliques. Et au centre de ce cadre, vous avez une plaque d'ivoire du XIVe siècle. Donc voilà, un foisonnement qui permet difficilement d'appréhender cette reliure, et principalement quand on est malvoyant, puisque la description orale ne permet pas de s'en faire une image mentale, et bien sûr on ne peut pas laisser manipuler à main nue. Alors on parlait des gants tout à l'heure, mais pour le coup on ne peut pas manipuler sans gants cette reliure, parce que c'est du métal, on laisserait ses empreintes digitales. Et puis c'est un document extrêmement précieux, donc bien sûr pas question de le faire manipuler. Donc voilà, c'est de ce constat qu'est né ce besoin de créer un outil de médiation à destination des publics malvoyants pour leur permettre un accès à ce trésor de la bibliothèque. Alors sur le plan de la méthodologie du projet, on a pu échanger avec un petit groupe de l'ESAT, donc un public malvoyant, pour leur présenter nos intentions et puis pouvoir échanger avec eux de leurs attentes. Et ils ont pu aussi nous montrer leur intérêt pour ce type de médiation. Donc s'en est suivi de mon côté un état de l'art du côté des bibliothèques, et notamment j'avais déjà repéré ce qu'avait pu faire Troyes avec ses lettrines
ces lettrines en relief, mais cette médiation en relief, 2D en relief, était écartée assez rapidement, puisqu'en fait, le petit groupe de l'ESAT avait souhaité pouvoir avoir un objet 3D pour appréhender vraiment la reliure dans son entièreté. Donc on s'est tourné du côté des musées, et notamment du côté du musée Saint-Raymond de Toulouse, qui est un musée archéologique et qui, depuis de nombreuses années, proposait des numérisations en 3D de ses œuvres et ensuite une numérisation pour permettre une approche tactile des collections. Donc c'est vers ce type de médiation qu'on a décidé de se diriger. Oui, donc cette solution permettait à la fois d'avoir un objet 3D qui était identique, quasi identique à l'objet original, donc ce qui était le but initial, mais aussi ça nous permettait de créer un objet numérique qui pourrait être mis en ligne et accessible donc au plus grand nombre. Et on a ainsi pu inscrire ce projet dans le cadre de notre programme de bibliothèque numérique de référence et ainsi être financé à hauteur de 80% par l'État. Donc pour mener à bien ce projet, j'ai suivi une très bonne formation à l'INP qui est intitulée 3D enjeux techniques et stratégiques, ce qui m'a permis d'appréhender toutes les questions techniques liées à un tel projet, et surtout c'était un prérequis pour pouvoir écrire un cahier des charges, bien entendu, qui était extrêmement technique. Donc on a ensuite lancé la consultation et on a choisi un prestataire qui avait appréhendé le mieux les défis techniques liés à la numérisation 3D de cet objet, puisqu'il était extrêmement complexe à modéliser. Je vais vous expliquer pourquoi. On m'a demandé de vous parler un peu des techniques de numérisation 3D, donc je vais faire très très vite et je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc la modélisation, déjà un projet de numérisation 3D, il y a plusieurs étapes. Donc la toute première étape, c'est de capter le volume de l'objet. Donc là, les prestataires ont utilisé un scanner à lumière structurée. Je ne vais pas vous expliquer, je comptais le faire, mais on va passer très vite. À l'issue de cette étape, il y a un nuage de points qui permet de modéliser l'objet. Et ensuite, par logiciel, ils vont créer, c'est ce qu'on voit à droite, un objet 3D maillé. Donc, qui est plein, si vous voulez, et pas creux comme avec des nuages de points. Donc là, vous le voyez, il n'y a encore pas la couleur. Il faut passer par une seconde étape, qui est une étape de photogrammétrie. Donc là, la photogrammétrie, c'est une capture photo de chaque centimètre carré de l'ouvrage. C'est un appareil photo normal. Et ensuite, on va recouper, on va plaquer, enfin, le logiciel va plaquer les photographies sur le modèle 3D maillé. J'espère que vous me suivez. Voilà pour les grandes étapes pour passer très très vite. On a ensuite décidé de placer cet objet numérique, de le placer dans Sketchfab. Alors Sketchfab, c'est une plateforme d'hébergement et de lecture d'objets 3D. Et Sketchfab avait plusieurs avantages. La page est fermée. Ah non, ça doit être là. Sketchfab avait permettait plusieurs choses. Alors déjà, la plateforme Sketchfab est la plus utilisée au monde, donc ça permettait d'avoir une visibilité très forte de notre reliure. Elle a l'avantage également d'être entièrement gratuite pour les établissements culturels, puisque sinon elle est payante. Et on a la possibilité de choisir la licence de réutilisation qu'on souhaite. Donc nous, on a choisi CC BY, donc qui permet une large diffusion, sous condition bien sûr de citer la source. Autre avantage, tout internaute peut, vous voyez, oui. Tout internaute peut télécharger le modèle 3D, ce qui permet par exemple à une bibliothèque qui souhaiterait faire de la médiation sur une reliure d'orfèvrerie et qu'elle n'en possède pas, de le numériser, et si elle a un Fab Lab, de le faire imprimer. C'est possible. Ça permet bien entendu de manipuler l'objet. Je vais m'arrêter 2 secondes et puis vous montrer très rapidement qu'on peut aller sur toutes les faces.
Ça permet également Sketchfab d'ajouter des points d'intérêt. Donc sur un objet qui est tellement foisonnant d'éléments, ça permet d'accompagner l'internaute dans sa découverte et d'appréhender l'objet. Donc on a mis des points d'intérêt, voilà, par exemple l'émail, etc. On me pose souvent la question, je peux mettre en grand. On me pose souvent la question de est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Donc bien sûr que non. Donc pour pallier, alors j'ai pas de souris, c'est un peu délicat. Pour pallier ça, on a mis un lien vers la numérisation dans l'Immedia Gallery. Et la plateforme permet également d'avoir quelques données statistiques. Donc on peut voir le nombre de vues. Donc là, ça a été vu 1457 fois. Mis 19 fois liké 19 fois et surtout téléchargé 31 fois. Et ce qui est très frustrant, c'est de ne pas savoir l'utilité qui a été faite de ces téléchargements. Voilà, je retourne sur... hop. 1 minute. Eh ben, je vais vous montrer cette très belle image. Donc, je vais vous montrer, on a imprimé en 3D l'objet, donc c'est un prestataire vosgien qui travaille pour les industries notamment, donc impression en résine liquide qui permettait une très grande finesse, donc de se rapprocher de l'original. Ça a donné, le toucher est entièrement lisse, donc ce qui était souhaité par les personnes de l'ESAT qu'on avait rencontrées. Et j'ai pas pu résister de vous mettre ce petit chien qui était trop mignon. Donc ça, c'est un reportage France 3, j'ai mis le lien si vous voulez. Et vous dire aussi qu'on l'utilise, la modélisation 3D ainsi que le facsimilé, on l'utilise très régulièrement, notamment là c'est une exposition qu'on a organisée aux Journées du patrimoine 2022 sur les chanoinesses d'Épinal. Je vous l'ai dit, le manuscrit leur a appartenu, donc comme on ne peut pas exposer en tout temps l'évangéliaire comme il est très précieux, on avait mis le facsimilé et on avait également placé la table numérique avec le modèle. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi et c'est particulièrement intéressant de voir... oui, un peu plus même. Voilà ce passage de matériel numérique, rematérialisation, exploitation, accessibilité qui finalement est accessibilité à tous. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Le temps qu'Ariane s'installe, tu fais partie du projet littératuresque qu'Ariane va nous proposer. Juste nous dire quelle est pour toi la valeur ajoutée d'être partie prenante, on va dire, dans un projet à l'échelle régionale comme littératuresque. Je pense pas que j'ai le micro. Tiens, pardon. Je crois qu'Ariane est prête. Mais tu vas quand même. Oui, de manière générale, Interbiblique, ça permet beaucoup d'émulation. Et là, effectivement, le projet littératuresque, nous, on ne serait jamais partis seuls sur un projet de médiation de fonds d'archives littéraires. Donc, c'est génial. Voilà, c'était pour qu'on nous dise qu'on était génial, voilà. Mais Ariane, surtout, voilà, nous présenter ce projet. Donc Ariane, que je vous ai présenté ce matin, qui est notre chargée du patrimoine et qui n'est pas montée encore sur scène. Et donc ce projet qui va être bientôt en ligne. Et donc cette fois, on va parler d'un projet qui est 100% numérique. Littératuresque.fr, promenade à travers les archives littéraires du Grand Est. Et du coup, je vais un petit peu parler du fait que c'est les enjeux derrière le fait de piloter un projet de coopération régionale pour la valorisation des fonds d'archives littéraires conservés dans le Grand Est. Alors pour l'anecdote, littératuresque, c'était une suggestion des collègues de Charleville, c'est un clin d'œil au néologisme d'Arthur Rimbaud en ajoutant « esque » à la fin des mots. Il nous fallait quelque chose d'un peu surprenant et qui fasse facilement l'URL. Donc le contexte, voilà, c'est que le pôle patrimoine écrit d'Interbibli, on a pour mission d'organiser la coopération professionnelle au service de la conservation, catalogage et aussi valorisation des collections patrimoniales. Donc on mène des projets qui sont toujours pluriannuels de valorisation en coopération entre différents établissements sur l'échelle régionale. Ça prenait la forme d'expositions itinérantes, expositions virtuelles et le dernier projet, c'était un projet éditorial, c'est une publication. Donc le projet actuel a été décidé en commission patrimoine dès 2021, projet au long cours. Je précise que le site Littératuresque, vous avez peut-être vu les petits éléments de com avec le QR code, si vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas encore accéder au site.
Il est en phase finale de développement et comme tout chantier qui se respecte, il a pris du retard. Donc, mais voilà, il sera publié dans le courant du mois de juillet. Et donc pourquoi ce choix des archives littéraires? C'était que c'est le premier projet de valorisation d'un terre biblique qui est à l'échelle de cette grande région du Grand Est et c'est 57 000 km². Et c'est un projet qui nous permettait de fédérer, et ça a été déjà un petit peu abordé au cours de la journée, cette question de faire travailler ensemble des établissements différents. Là, pour le coup, des bibliothèques, des BMC, des BU, la BNU, des bibliothèques territoriales, et pour le coup, vraiment de toute taille. On a dans le projet des bibliothèques dont ce fonds littéraire, c'est la seule chose qu'ils aient dans leur fonds patrimonial. Des services d'archives, des maisons d'écrivains, musées, châteaux. Donc faire travailler ensemble énormément d'établissements différents qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques professionnelles, ça je vais y revenir, et qui ne parlent pas forcément le même langage toujours. Et voilà, sur tout le territoire, on avait des fonds littéraires répartis un petit peu partout. On partait du constat que ces fonds d'archives, ils sont extrêmement intéressants, ça permet d'apporter un éclairage sur ce que c'est ce travail de création littéraire. C'est une richesse documentaire patrimoniale et qui couvre un petit peu toutes les époques. Du coup, dans le Grand Est, on part de Beatus Rhénanius et on a une dizaine d'auteurs toujours en vie qui sont dans notre corpus littératuresque. Il y a beaucoup de ces fonds et ils sont assez difficiles à valoriser indépendamment. Ça, je vais y revenir aussi, mais il y a beaucoup des noms de notre corpus, Passé, Verlaine, Rimbaud, Diderot, ils sont très méconnus. Le projet a d'ailleurs eu le mérite de faire découvrir ces auteurs aux établissements même qui les conservaient parfois. C'est assez difficile à valoriser aussi parce qu'on parle de brouillons, de choses à noter, raturer, pas forcément facile à montrer au public et à en faire la médiation. Ce projet a vu le jour parce que ça s'adossait au chantier de mise à jour du catalogue général des manuscrits qu'on a mené. Je reviens un peu en détail, mais rien que depuis 2018, il y en a au moins une quarantaine qui n'étaient pas du tout signalés en ligne et parfois il n'y avait pas d'inventaire, rien du tout, ils n'étaient pas encore connus du public ni des chercheurs et qui sont maintenant signalés en ligne. Voilà, un petit nuage de noms. Il y en a peut-être qui vont vous parler et sans doute beaucoup qui ne vont pas du tout vous parler. Un autre enjeu lié à ce patrimoine littéraire dans le Grand Est, c'est que c'est lié à des points d'intérêt touristiques, des choses qu'on peut visiter sur le territoire. Et du coup, évidemment, comme on a déjà eu l'occasion de l'aborder aujourd'hui, parfois ces lieux touristiques, c'est les bibliothèques elles-mêmes qui ont une partie muséale et qu'on peut visiter. Il y a les maisons natales des auteurs, il va y avoir des musées également qui consacrent une partie du parcours à certains de ces auteurs. Donc, il y avait cet enjeu. Donc les objectifs, c'était faire mieux connaître ces auteurs alors régionaux. Certains ne sont pas du tout issus du Grand Est. Les archives se sont retrouvées là par des aléas de constitution des collections. Donc en fait, le projet, c'est vraiment de partir des archives qui sont conservées et pas du fait que ça soit des auteurs nés dans le Grand Est, etc. On part vraiment du matériau des archives pour parler des auteurs. Et voilà, de présenter le territoire comme un territoire de création littéraire passée, présente et future. Et on aimerait aussi éventuellement pouvoir susciter de nouveaux dons en montrant qu'on valorise les dons existants. Valoriser le travail de signalement qui a déjà été effectué. Et en fait, je le vois depuis 2021 qu'on a lancé le projet, ça a accéléré le travail de signalement. Et jusque-là encore ces derniers mois, ça a motivé les collègues à accélérer le travail sur le signalement de ces fonds littéraires en priorité. Et voilà, après, l'objectif de tous les projets qu'on mène, de fédérer les professionnels issus d'établissements différents sur un même projet. Et comme je disais tout à l'heure, pour illustrer l'anecdote du fait qu'on ne parle pas forcément toujours le même langage, on a un projet qui est centré sur le littéraire et ça peut être déjà difficile à définir, d'autant plus que parfois certains de ces auteurs ont eu des carrières un peu protéiformes, carrières politiques, journalistes, et par ailleurs ils ont aussi publié des œuvres qu'on peut qualifier de littéraires, donc déjà c'était un peu compliqué à cerner le sujet et le corpus. Et donc on a fait une enquête de recensement de ces fonds, et par exemple beaucoup de services d'archives, un peu par des formations professionnelles, nous ont signalé des choses qui ne relevaient pas du tout du champ du littéraire, mais plutôt des érudits locaux
Ils avaient publié un livre sur les ponts et chaussées de la Marne, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des auteurs qu'on peut qualifier de littéraires. Donc on a mené un travail de recentrer le sujet à partir de l'enquête de recensement qui avait été menée, à laquelle avaient répondu 34 établissements. Ils signalaient 183 fonds. Et dans le site qui va sortir tout prochainement, il y en a 104 qui ont été retenus. Pour dire, on a fait un gros travail de tri. Et sur cette question du vocabulaire, j'y reviendrai rapidement, hein, mais le site permet de filtrer par genre littéraire. Et parfois, les collègues avaient plus un état d'esprit vraiment très bibliothéconomique, de catalogage, etc. Et ils ne nous parlaient pas forcément de la production de l'auteur, mais de ce qu'il y a dans le fond. Et donc, du coup, on nous disait, en genre littéraire, on nous cochait absolument tout le typologie de documents qu'il y avait, et ce n'est pas forcément lié à ce qu'a produit l'auteur. Et du coup, vraiment un point de vue très de bibliothèque et pas de littérature. Et donc, ce corpus resserré nous a permis de faire aussi quelques petites statistiques. Donc, dans le Grand Est, il y a une partie qu'on appelle la diagonale du vide, et je vous laisse deviner où elle se situe. Et ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait des territoires, notamment les Ardennes par exemple, qui ne sont pas très peuplés, mais où il y a eu un dynamisme. Et comme on part des archives, ce n'est pas forcément ce qui a été produit à tel endroit, mais parfois c'est le fruit de politiques de documentaires et d'attractivité, de liens avec les auteurs pour les inviter à laisser leurs archives. Et à Charleville, notamment avec la figure de Rimbaud, qui a attiré d'autres dons, et ce qui fait qu'il y a eu une dynamique autour des archives littéraires. 89 fonds dont le producteur est un homme pour 8 fonds qui sont autour d'autrices. Voilà. C'est pas forcément propre au Grand Est non plus, hein, c'est des fonds, la majorité sont 19e, 20e. C'est aussi toute la question de la patrimonialisation de ces ensembles et de la valeur qu'on a bien voulu y consacrer et l'oubli des femmes dans cette historiographie est visible. Et il y a 23 de ces fonds qui contiennent des documents en langue régionale. Donc j'ai mis quelques images rapidement pour illustrer de quoi on parle. Les archives littéraires, ça peut être aussi des objets, le passeport d'André Velter à Charleville, on a aussi des meubles à Mulhouse, les lunettes de l'auteur, parfois ça va être la machine à écrire, etc. Donc cette enquête et ce corpus défini nous a amené à nous dire comment on va, qu'est-ce qu'on en fait. Et l'idée d'un projet qui soit 100% numérique a très vite émergé parce qu'on parle d'un territoire très grand. On a vite écarté l'hypothèse de faire des expos itinérantes ou une publication. Ce projet a été pensé dès le début comme étant quelque chose de numérique. On a mis en place un comité scientifique et des groupes de travail dédiés, dont certains, je salue dans la salle, ont consacré beaucoup d'heures de travail à ce projet. Un site internet qui est centré en fait autour des fiches de présentation de ces auteurs et des lieux à caractère touristique liés au patrimoine littéraire du Grand Est. Donc ces auteurs qui sont toujours présentés à travers les archives qu'ils ont laissées derrière eux. Donc le parti pris, c'est de les faire découvrir ces auteurs qui sont souvent méconnus. Et les fiches sont géolocalisées sur une cartographie interactive qui est entièrement personnalisée, qu'on a commandée à une artiste de la région qui s'appelle Thérèse Cartiero. Et le site est également développé par Michel Ravet, qui est basé en Alsace et qui est enseignant à la HIR, la Haute École des Arts du Haut-Rhin. C'est une production 100% alsacienne, ce site internet. Il est lauréat de l'appel à projet PNV. Alors rapidement, c'est un programme de numérisation et valorisation des contenus culturels piloté par les DRAC, ouvert aux collectivités territoriales, services de l'État, mais également, c'est pour ça qu'on y a émargé, aux associations, aux entreprises privées et même aux particuliers. Et ça concerne des opérations de numérisation de contenu culturel et d'actions permettant la disposition et diffusion du contenu culturel. Donc c'est l'occasion de rappeler que ce n'est pas un site qui a vocation à faire des numérisations, mais par contre les fiches de présentation de ces fonds et de ces auteurs renvoient systématiquement vers les numérisations quand elles existent, et elles sont illustrées de nombreuses, plus de 700 images. Je vous mets rapidement un petit aperçu de l'univers graphique du site qu'on a voulu volontairement décaler pour dépoussiérer le sujet, parce que ce n'est pas forcément le sujet le plus facile pour le grand public. Un aperçu de la carte. Alors la carte, elle est entièrement personnalisée, mais elle est néanmoins, c'est une vraie
une vraie carte derrière avec des coordonnées GPS. Et ça paraît simple dit comme ça, c'était un énorme défi technique à réaliser. Pour le côté médiation, ces fonds, on peut y accéder à travers 8 promenades littéraires thématiques qui permettent d'accéder à une sélection choisie de certains de ces fonds d'archives. Donc par genre littéraire, poésie, romance, théâtre, ceux qui ressortaient le plus dans le corpus, mais également des thématiques un peu plus transversales comme légendes, folklore, régionalisme, les langues régionales, la question de la célébrité, reconnaissance, et voilà, les réseaux amitié influence, les auteurs engagés, parce que du coup, Grand Est oblige, on avait des thématiques d'auteurs qui étaient résistants, qui ont œuvré beaucoup pour le pacifisme, l'amitié franco-allemande, des choses comme ça. Après, on a des engagements plus originaux. Voilà, je sais qu'il y a Chalon dans la salle, on a un auteur qui a écrit un volume en 3... une œuvre en 3 volumes en défense du naturisme. Donc vous voyez, c'est un très large spectre d'engagement. C'est pas pour ça qu'on l'a retenu, mais l'anecdote, il fallait que je le... et ces parcours sont agrémentés de quelques jeux interactifs. Alors on en a 3 pour l'instant. Un jeu autour de la pataphysique, parce que c'est des fonds d'archives littéraires très importants pour conserver à la bibliothèque de Reims. Et on a développé une gidouille de la fortune. En fait, c'est un des symboles qu'on retrouve chez Alfred Jarry, de petites gidouilles, petites spirales. Et ça sera voilà, une spirale qu'on peut faire tourner et tomber sur du contenu. Il y aura sur le parcours consacré aux amitiés, influences et liens entre ces auteurs. Un jeu où il faut reconstituer, tout simple, où il faut reconstituer des duos, et on a un générateur aléatoire de poésie qui tire au hasard, on l'a développé pour qu'il aille choisir 3 vers parmi les auteurs du corpus et qu'il les assemble à la manière d'un cadre ski, de manière aléatoire. Et ça marche étonnamment bien la plupart du temps. Voilà. Pour terminer, voilà, cette présentation très rapide, mais de toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions à me demander. Quelques perspectives autour de la sortie toute prochaine du site. Voilà, ces fiches vont être agrémentées d'extraits audio pour voilà, donner au public un peu un avant-goût de la plume de chaque auteur et donner envie d'aller découvrir. Il y aura une bibliographie sélective dans chaque fiche qui renverra le cas échéant vers un libraire indépendant quand le livre est toujours édité et qu'on peut se le procurer, et sinon vers une numérisation du domaine public quand elle existe. Et les extraits audio vont être, on va mettre à contribution des professionnels du livre de tout le Grand Est pour enregistrer voilà, ces extraits. On est un projet de parcours EAC avec la ville de Reims autour des fonds de poésie dans le corpus. Organiser des sessions de contribution Wikipédia pour améliorer les sources et le contenu autour de ces auteurs qui sont parfois méconnus. Un partenariat avec l'établissement français du sang pour créer des petites ressources calibrées pour durer le temps de la collation mise à disposition des donneurs dans les maisons. Voilà. Pour aller chercher des lecteurs dans des endroits un petit peu inattendus. Voilà, faire des focus Gallica sur certains de ces auteurs sur lesquels on a eu l'occasion de travailler. Et j'ai pas mis mes 3 petits points, il y a beaucoup de choses à imaginer autour de ce site et autour de ce patrimoine littéraire du Grand Est. Merci Ariane. Merci, et puis on a hâte voilà, que ce site sorte et on remercie voilà, effectivement toutes les collègues bibliothécaires, archivistes qui contribuent voilà, à ce projet. Et derrière voilà, des belles images, il y a aussi une quantité assez astronomique de tableaux Excel, de collecte de données. Voilà, je pense qu'Ariane va bientôt en rêver de ces tableaux Excel. Mais en tout cas, on passe dans une nouvelle dimension. Je pense que vous avez le temps un peu pour des questions, parce que j'ai une petite installation à faire. Alors, très bien, voilà, parfait. En tout cas, je vais quand même vous présenter le temps de son installation. Donc, j'ai Jenny Litzelman qui a été associée au comité d'organisation de ces JPE pour une question, vous allez voir, assez étonnante comment dire, d'IA, d'IA, voilà. Dont on parle quand même beaucoup ces derniers temps et qui intervient au titre de la Fédération nationale des maisons d'écrivains
et c'est notre petit clin d'œil à Albert Schweitzer, justement. Mais le temps que Ginny s'installe, si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en. Il y a un petit trou dans la raquette. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez été tous parfaitement clairs. Si vous voulez rajouter des choses, c'est le moment dans ce cas. Si vous avez oublié des choses. Sophie, Baptiste. Ça va. Oui, c'est vrai. Non. Ah, si, quand même. Pierre. Bonjour, j'avais une question pour Monsieur Etienne. Pour savoir si les éléments que vous nous avez montrés du scriptorial sont également utilisés dans le cadre d'accueil de scolaires. Alors, en médiation avec la... C'est bon. Avec la jeunesse, alors on en fait au sein du scriptorial, hein, c'est-à-dire il y a vraiment des accueils scolaires qui sont prévus enfin, tout au long de l'année. On en fait... mais alors, les outils de médiation, je pense que c'était ça la question, c'est-à-dire en quoi les outils de médiation peuvent servir pour les scolaires. Au final, pas trop, sauf un élément de médiation, et c'est génial parce que vous me permettez d'en parler. Je ne l'ai pas fait. C'est ce qu'on appelle le corpus. C'est en fait un système qui permet de présenter les enluminures selon un classement qu'on a opéré nous-mêmes de manière tout à fait arbitraire, avec un best-of, des enluminures or, des enluminures spéciales Mont-Saint-Michel, enfin voilà. Et ce qui permet de donner à voir quand même une grande part de nos collections, le tout étant diffusé sur un écran, un grand écran, avec un vidéoprojecteur. La qualité n'est pas dingue, mais on y travaille. Et ça permet quand même de présenter pas mal d'enluminures au fur et à mesure. Voilà. Donc ça compte un peu. Donc Albert Schweitzer vient de nous retrouver, voilà, vient de nous rejoindre, donc Jenny, je te laisse la parole. Et qui est dans Littératuresque aussi par ailleurs, donc vous voyez, tout est bien pensé. Je crois que ça va marcher, on va juste voir pour le son, mais sinon au pire ce sera sous-titré. Comme vous le disiez, j'ai rejoint le projet, c'est la Fédération nationale des maisons d'écrivains qui m'avait chargée d'assister au comité de pilotage, et c'est au fil de la discussion qu'on s'est dit que peut-être, comme on était en train de travailler sur un projet d'intelligence artificielle, que ça pouvait rentrer dans le thème de la mise en scène numérique du patrimoine littéraire. Alors c'est quand même très différent de tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est-à-dire que c'est une technologie qui ne donne pas à voir un patrimoine ou un manuscrit ou un objet, mais qui donne accès à une œuvre écrite d'une façon totalement nouvelle et un peu particulière. Alors la genèse du projet, comment on en est arrivé là? En fait, j'avais participé à une visioconférence où était présentée une start-up strasbourgeoise, Jumbo Mana, donc qui fait de l'intelligence artificielle, notamment des personnages. Ils étaient en train de finaliser un Van Gogh à l'époque. Et donc c'était très intéressant, mais en demandant le prix à la fin, donc le développement d'une IA, c'est entre 100 et 300 000 €. Donc je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Mais ils m'ont rappelé quelques jours, une semaine après, pour dire qu'ils participaient à une expérimentation avec la région Grand Est pour expérimenter le marché de la médiation culturelle. L'IA est très peu utilisée en médiation culturelle et donc la région Grand Est finançait cette start-up en partenariat avec un musée pour expérimenter l'IA en médiation. Donc ils nous ont rappelé à ce titre-là et du coup c'était pour nous gratuit. Donc, voilà, je ne vais pas vous raconter d'histoire sur la genèse du projet, c'était une opportunité en fait et un goût pour l'expérimentation aussi. Alors là, on parle de mise en scène. Alors pour moi, la mise en scène, ça doit aussi être une mise en valeur. Alors là, c'est encore un débat sur le fait que l'IA puisse être une mise en valeur d'un patrimoine littéraire. Donc juste pour resituer, parce que je sais que tout le monde n'est pas de la région, donc Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, musicien, théologien, philosophe, médecin humanitaire.
Il y a plusieurs lieux dédiés à Albert Schweitzer. Donc il y a un musée à Kaisersberg où il a passé ses 6 premiers mois. Une maison à Günsbach, qui est un musée aussi, d'où je viens, où il a vécu donc, de ces 6 mois jusqu'en 1959, donc les 84 ans, avec pas mal d'allers-retours entre Günsbach et Lambaréné au Gabon, où il a construit son hôpital, où il y a aussi sa maison, et aussi une maison à Königsfeld en Allemagne. Ça, c'est une autre histoire qu'il a construit pour sa femme qui était allemande et qui ne voulait pas rester en Alsace après la Première Guerre mondiale, suite à l'expulsion de ses parents, comme beaucoup d'Allemands à cette époque-là. Donc voilà, plusieurs lieux dédiés à Schweitzer, plusieurs lieux d'archives, Allemagne, à Francfort, la Bibliothèque centrale de Zurich en Suisse, à Syracuse aux États-Unis et Günsbach. Donc la maison de Günsbach, ce sont les archives centrales dédiées à Albert Schweitzer. C'est comme ça aussi qu'on a atterri. C'est grâce aussi au comité de pilotage de ces journées qu'on a connu le projet littératuresque qu'on a rejoint il y a quelques mois, je crois. Donc la maison à Günsbach, c'est à peu près, c'est beaucoup de lettres. Donc on a 10 000 lettres écrites par Albert Schweitzer, 70 000 lettres environ adressées à Albert Schweitzer. Donc ça fait beaucoup. Alors ce sont des lettres de personnalités plus ou moins connues, parmi lesquelles par exemple Einstein, Kennedy, Adenauer, Joséphine Baker, Jean-Paul Sartre qui était son petit cousin. Voilà, beaucoup de personnalités. Donc tout ça c'est en cours de numérisation. On a aussi évidemment beaucoup d'objets, un fonds à peu près de 35 000 photographies, des partitions annotées. C'était un organiste, et une bibliothèque aussi, donc une partie de sa bibliothèque. Une partie, il en a fait don à la BNU à Strasbourg, et donc la bibliothèque aussi encore de son père et de son grand-père. Voilà. Donc, alors je tiens à préciser aussi que c'est la version que vous voyez, la version finale vient d'arriver au musée hier. Celle qui est sur mon ordinateur, c'était encore la version test, donc c'est celle qui n'était pas encore tout à fait corrigée, donc je ne me porte pas garante de ce qu'il va raconter. On va pouvoir le tester. En tout cas, le développement de ce projet était extrêmement intéressant. Alors évidemment, le but, comme ce qui était intéressant pour nous, comme pour beaucoup de musées, c'est d'attirer un public plus jeune avec des médiations et des moyens interactifs et ludiques. Donc ça, pour nous, ça pouvait être quelque chose d'assez ludique, hein, pouvoir parler avec Albert Schweitzer, même si on précise bien que ce n'est pas Albert Schweitzer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plus grande partie de l'œuvre de Schweitzer, comme vous vous en doutez, est en allemand. Il y a une grande partie qui a été traduite en français, mais pas tout, et surtout toute l'œuvre posthume d'Albert Schweitzer, qui représente pas loin de 10 000 pages, n'a jamais été traduite en français. Et comme l'IA a un logiciel aussi de traduction, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut poser des questions en français, l'IA va chercher l'information dans l'œuvre en allemand pour, au final, de nouveau répondre en français. Donc c'est là où c'est intéressant, ça donne quand même accès à une œuvre qui pourrait sembler assez impénétrable pour beaucoup. Voilà. Donc, alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Albert Schweitzer? Je vais le réveiller. Alors, je ne sais pas, au niveau du micro, du coup, je ne sais pas trop où je dois lui parler. Il faut que j'appuie, en fait, et faudrait... Je ne sais pas du tout si... On peut essayer. Alors, en fait, dès que le petit... Bonjour, voilà. je suis Albert Schweitzer, médecin, Non, philosophe et musicien. On n'entend pas, hein. Je suis ici pour répondre à vos questions sur ma vie et mes voyages. Alors, dès qu'il y a le petit serpentin qui se met en route, on peut poser la question. Mais je ne suis pas sûre, du coup, que ça va marcher à distance. Albert, que penses-tu du respect de la vie humaine?
considère le respect de la vie humaine comme le principe le plus élevé et la finalité essentielle de l'humanité. Pour moi, chaque vie est sacrée et mérite d'être protégée et honorée. C'est le fondement de ma philosophie. La révérence pour la vie. On cherche le micro. Hein. Le haut-parleur. Le haut-parleur, oui, plutôt. C'est derrière, non? Mettons les micros. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Autre question? Bonjour Albert, combien d'années vous avez passé en Afrique? J'ai passé environ 50 ans en Afrique, principalement à Lambaréné, qui est devenu ma seconde maison. Alors, il est programmé pour faire des réponses plutôt courtes. Ah. Alors, alors, sinon, je vais lui poser la question. Qu'avez-vous fait en Afrique? En Afrique, j'ai fondé un hôpital à Lambaréné et j'ai consacré ma vie à soigner les malades et à améliorer les conditions de vie des populations locales. Mon travail là-bas était guidé par mon principe de reverence for life, ou respect de la vie. Bonjour Albert, quel âge as-tu? Ah, c'était trop rapide. Bonjour Albert. Attends, il faut qu'en fait le petit rond se mette en marche. Désolé, mais je ne porte pas de montre. Peut-être que votre propre appareil. Je vais lui poser la question. Quel âge as-tu? J'ai 88 ans. Il est décédé à l'âge de 90. Il a loupé 2 années. Bonjour Albert, que pensez-vous du prix Nobel de la paix Léon Bourgeois? Je suis désolé, je ne suis pas certain de comprendre votre question. Peut-être pourriez-vous me parler de votre visite au musée ou de vos impressions sur la philosophie du respect de la vie? Oui, alors il est programmé aussi pour rediriger la conversation vers son sujet principal, le respect de la vie. Alors il faut savoir aussi que c'est une IA contrôlée, donc elle n'est pas connectée à Internet, elle ne connaît que les textes qu'on lui a fournis. C'était volontaire, évidemment, parce que si c'est connecté à Internet, ça devient du chat GPT et il peut raconter tout et n'importe quoi. Donc ça, c'était une question aussi dans le développement du projet, c'est quel est son socle de connaissances. Il y a ce qu'il a écrit, évidemment, mais ce que connaissait Albert Schweitzer dépasse ce qu'il a écrit dans ses livres. Et donc ça, c'était une question compliquée, mais on a finalement décidé de le laisser entièrement sur ses œuvres. Il ne connaît que ses œuvres. Et on lui a donné aussi comme connaissance le développement de son musée depuis qu'il est mort. Voilà. Je peux y aller? Alors, il faut juste attendre que j'appuie sur le petit rond. Bonjour, Ah. Je suis Albert Schweitzer. On a attendu trop longtemps, donc il se présente. Je suis ici pour répondre à vos questions sur ma vie et mes voyages. Bonjour, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Colmar? Vous avez beaucoup écrit sur votre enfance et sur vos souvenirs à Colmar. Vous pouvez nous les rappeler?
Il réfléchit. Ah, Colmar, cette ville charmante où j'ai passé une partie de ma jeunesse. Dans mon livre « Souvenirs de mon enfance », publié en 1924, je raconte ces années formatrices qui ont tant influencé ma vie et ma pensée. Mes souvenirs de Colmar sont imprégnés de moments de contemplation et d'apprentissage, qui ont nourri mon amour pour la musique et la philosophie. C'est une période qui a profondément marqué mon développement personnel et intellectuel. Voilà. Bon. Je t'ai reposé une autre. Je t'en prie. Alors, j'appuie. Vas-y. Vous aimez beaucoup la vallée de Munster. Pourquoi? L'île d'Ouinster, bien que magnifique, n'est pas un lieu que j'ai mentionné dans mes écrits ou mes souvenirs. Mon cœur et mes expériences sont plutôt liés à Lambaréné, en Équatorial Africa, où j'ai consacré une grande partie de ma vie à la médecine et à la philosophie. C'est là-bas que j'ai véritablement vécu et mis en pratique mes principes de la révérence pour la vie. Je pense qu'il n'a pas bien compris vallée de Munster. Sinon, je peux lui poser, peut-être que ce sera plus... Gunsbach ? Pourquoi as-tu construit ta maison à Gunsbach ? J'ai construit ma maison à Gunsbach en 1928 car c'est le village de mon enfance, un lieu qui m'est cher et où j'ai de profondes racines familiales. Ce cadre paisible m'a permis de réfléchir et d'écrire sur mes idées philosophiques, notamment la révérence pour la vie. De plus, cette maison est devenue un centre d'archives et un musée, permettant de perpétuer et de promouvoir ces valeurs. Je ne sais pas si on a encore du temps ou... Tu peux apporter un commentaire très rapide. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Non, parce que c'est une avant-première, puisqu'elle n'est même pas encore installée dans le musée, la presse n'est pas encore passée. Donc voilà, on va voir, c'est une phase d'expérimentation qui dure 5 mois. Donc pendant 5 mois, ce sera toujours gratuit et après, il y a un hébergement à payer si on veut la garder au musée. Donc on verra comment le public appréhende ce genre de technologie, mais c'est clair que pour nous, c'est plus un jeu. C'est pas un espion, il ne va pas remplacer le personnel. C'est quelque chose de ludique et pour nous, ça doit rester à ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et moi-même, en le testant, je lui ai posé des centaines de questions, j'ai appris des choses. Alors, il y a des choses qu'il a dites, c'était faux, j'en étais sûre. Et d'autres qui m'ont permis de me dire « Ah bon ?» Et je suis allée vérifier et effectivement, c'était vrai. Donc, c'est vrai que c'est un moyen rapide d'apprendre des choses, mais il faut faire attention, ça reste à vérifier. Si on n'est pas sûr de ce qui est dit, il vaut mieux évidemment toujours se référer à l'œuvre originale. Parce que j'ai appris aussi durant le projet qu'une IA peut avoir des hallucinations. Voilà. J'ai constaté aussi que même si c'est une intelligence artificielle, elle a parfois une mauvaise foi très humaine. Voilà. Par exemple, alors il m'a dit un jour qu'il avait été amputé d'une jambe. Je ne sais pas d'où il l'a sorti. Donc je lui ai dit, mais sur toutes les photos, on te voit toujours avec les 2 jambes. Ah, mais je tiens à préciser que toutes les photos qui sont exposées dans le musée ont été prises avant mon amputation. Mais alors, tu portais une prothèse? Oui, j'avais une prothèse, etc. Et j'ai reposé une question, mais où fais-tu mention que tu as été amputé? Ah, mais je n'ai jamais dit que j'avais été amputée.
Ah, mais c'est toi qui viens de le dire il y a 5 minutes. Vous avez du mal à comprendre. Je me suis mal exprimée. J'ai du mal m'exprimer. Voilà, donc là, on a posé à chaque fois une question et une réponse, mais on peut entrer dans un véritable dialogue. Il a la mémoire du dialogue en cours, et donc il cherche la cohérence au niveau du dialogue. Et c'est vrai que plus on pose de questions sur le même sujet, et plus ça devient intéressant. Bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Albert Schweitzer d'avoir été parmi nous. Merci à tous les 4 surtout voilà, pour cet éclairage quant au numérique, voilà, qu'on pense se connaître et on le connaît, voilà, mais il y a aussi encore de belles avancées et ça sert un projet de valorisation, tu le disais, voilà, mettre en scène pourquoi. Donc merci à tous les 4 voilà, de ce retour sur vos projets. Et comme on a presque rattrapé le temps, il n'y aura pas de pause, vous en doutez. Mais voilà. Et on va plutôt passer au dialogue donc, sur l'acte 3, donc sur les nouvelles modalités de valorisation à distance des collections patrimoniales. Donc un dialogue que l'on vous propose entre Manon Jacot, des bibliothèques des Dominicains, voilà, et Claire Séguré, de la délégation de la communication de la BNF.